L'Afrique est à un tournant et le Burkina Faso en est le laboratoire le plus inattendu. Dans un pays longtemps associé à la sécheresse, à la pauvreté et à la dépendance, Ibrahim Traoré a choisi une voie qui défie tous les modèles agricoles classiques. Au lieu d'attendre des pesticides importés ou de nouveaux crédits d'aide, il a rempli la savane d'un acteur improbable, l'autruche, transformée en allié contre la faim et les parasites. Que révèle vraiment cette expérience radicale sur la promesse et les limites d'un continent qui veut reprendre la main sur son destin? Dès le départ, le projet des autruches est présenté comme bien plus qu'une simple expérimentation technique. Pour Ibrahim Traoré, il s'agit d'un pari sur la souveraineté alimentaire, dans un Burkina Faso où chaque saison sèche rappelle la fragilité des récoltes et des villages. L'enjeu concret est simple: réduire les ravages des insectes, améliorer la productivité des cultures et créer de nouvelles sources de revenus. Mais derrière ces objectifs mesurables se cache une question plus large. Un pays peut-il rompre avec la dépendance structurelle à l'aide extérieure grâce à une solution puisée dans ses propres ressources naturelles? Si ce pari fonctionne, il redessine les rapports de force entre l'intérieur et l'extérieur, entre le terrain et les bailleurs, entre la savane et les marchés mondiaux. Si le pari échoue, il peut au contraire renforcer les critiques qui dénoncent l'amateurisme ou la témérité d'un pouvoir jeune. Tout au long de ce récit, la trajectoire du projet des autruches devient ainsi un test grandeur nature de la vision portée par Ibrahim Traoré. La mini-révélation apparaît dès les premiers mois d'observation. Dans plusieurs zones pilotes, les infestations d'insectes reculent nettement et les rendements agricoles progressent. Ce n'est pas un simple ressenti des paysans, mais un effet mesuré sur le terrain, avec des écarts visibles entre les villages intégrés au projet et les autres. À Kaya, l'un des premiers foyers d'expérimentation, les producteurs constatent une hausse sensible de leur récolte de mil, tandis que la pression des criquets diminue. Dans un pays où la moindre variation de rendement se traduit en repas en plus ou en moins, ces chiffres prennent immédiatement une dimension politique. Pour comprendre la portée de cette expérience, il faut replacer le Burkina Faso dans son contexte habituel. Pendant des décennies, les crises alimentaires se sont enchaînées, mêlant sécheresse, dégradation des sols, insécurité et dépendance aux importations de denrées de base. Les plans d'urgence et les convois d'aide ont structuré le calendrier de nombreux villages. L'innovation, quand elle arrivait, venait souvent de l'extérieur. Programmes internationaux, technologies importées, engrais subventionnés. Ibrahim Traoré choisit de rompre avec ce scénario récurrent. En misant sur l'autruche comme prédateur naturel des insectes et comme future source de viande, d'œufs et de cuir, il tente de prouver que la solution peut émerger de la faune et des savoir-faire locaux. Cette option n'efface pas les contraintes climatiques ni les tensions sécuritaires, mais elle construit un récit différent, celui d'un pays qui n'attend plus uniquement des réponses venues d'ailleurs. Pourtant, même au moment où les premiers résultats sont jugés encourageants, des signaux d'alerte apparaissent déjà en arrière-plan. La dynamique de reproduction des autruches, la gestion de leurs déplacements et le coût grandissant de leur encadrement. Dans ce récit, Ibrahim Traoré apparaît comme la figure centrale qui porte le projet. Mais il n'agit pas seul. Autour de lui, de jeunes responsables techniques, des vétérinaires et des agronomes burkinabés sillonnent les campagnes pour convaincre les communautés de participer à l'expérience. Ce sont souvent eux qui traduisent très concrètement la vision politique en pratique quotidienne: délimitation des zones de pâturage, suivi des bandes d'autruches, sensibilisation aux risques pour les cultures. Dans certains villages, les premiers effets sont spectaculaires. Des paysans qui voyaient leurs champs régulièrement ravagés par les insectes notent une amélioration tangible de l'état des cultures. L'herbe autour des parcelles semble moins envahie de nuisibles et les plants de mil ou de riz
parviennent à maturité avec moins de pertes. Ces résultats initiaux créent un climat d'espoir qui dépasse l'agriculture. Si les autruches peuvent contribuer à redresser les récoltes, peut-être que d'autres ressources naturelles, longtemps délaissées, pourraient aussi être mobilisées. Cependant, le rôle de ces équipes de terrain est aussi de remonter les inquiétudes. Certains habitants s'interrogent déjà sur ce qui se passera si les autruches sortent des zones prévues ou si leur nombre devient impossible à contrôler. Les premiers récits de champs piétinés ou de troupeaux attirés vers les habitations apparaissent comme de légers avertissements. À ce stade, pourtant, la balance perçue reste positive. L'initiative donne l'impression d'ouvrir une brèche dans la fatalité de la faim. Le déclenchement du projet se fait en plusieurs temps. D'abord, une phase d'annonce et de discours où Ibrahim Traoré présente les autruches comme une réponse audacieuse aux crises alimentaires. Puis vient le moment logistique, sélection des zones pilotes, transfert des oiseaux, formation accélérée des équipes locales. La savane, déjà familière des troupeaux traditionnels, voit apparaître ces silhouettes massives qui trottent entre les herbes jaunes et les parcelles cultivées. L'apogée intervient lorsque les indicateurs commencent à se redresser. Dans plusieurs localités, les infestations d'insectes reculent et les agriculteurs récoltent davantage de céréales qu'au cours des années précédentes. Les images d'autruches courant dans la lumière du matin, accompagnées de témoignages d'habitants soulagés, circulent dans les médias nationaux. L'initiative est reprise comme un symbole d'ingéniosité africaine. Un pays pauvre qui trouve, avec peu de moyens, une solution adaptée à son territoire. Mais cette phase de succès relatif s'accompagne déjà d'effets secondaires. À mesure que les autruches se reproduisent, certaines bandes s'éloignent des zones initialement délimitées. Les clôtures improvisées ne suffisent plus toujours à les maintenir à distance des champs les plus fragiles. Dans un village comme Bobo, des cultivateurs rapportent que des parcelles de riz ont été partiellement piétinées. Ces dégâts restent d'abord ponctuels, mais ils annoncent une tension croissante entre les bénéfices agronomiques et les risques pour les cultures. Les répliques prennent la forme de débats de plus en plus vifs. Les médias locaux se divisent. Certains continuent de mettre en avant les gains de rendement et la création de nouveaux emplois liés à la filière autruche, tandis que d'autres insistent sur les pertes subies par certaines familles. Sur les réseaux, des images d'autruches présentées comme hors de contrôle alimentent des récits alarmistes. À l'international, quelques reportages parlent déjà de paris extravagants ou de expériences dangereuses. Face à ces signaux contradictoires, le gouvernement durcit l'encadrement. Des équipes spécialisées sont créées pour suivre les déplacements des oiseaux, limiter leur reproduction et organiser, le moment venu, la récolte d'animaux matures à des fins commerciales. Le projet quitte peu à peu le registre du geste symbolique pour entrer dans celui d'une politique publique structurée avec ses lignes budgétaires, ses arbitrages et ses compromis. Ce passage de l'enthousiasme initial au pilotage fin est la véritable ligne de fracture de la chronologie. C'est là que l'on commence à mesurer si l'idée de départ peut s'inscrire dans la durée ou si elle restera une parenthèse spectaculaire mais instable. Pour échapper au registre des impressions, les autorités burkinabées commandent des études afin de mesurer l'impact réel des autruches sur l'agriculture. Dans plusieurs zones, les relevés montrent une baisse significative de la pression des criquets et d'autres insectes nuisibles. Les chercheurs observent des réductions de dégâts pouvant atteindre, dans certains cas, près de la moitié des pertes habituelles. Dans les villages où ces chiffres se vérifient, les récoltes sont plus régulières et une partie de la tension alimentaire saisonnière se relâche. Les données sur la productivité des cultures confirment cette tendance. À Kaya, par exemple, les cultivateurs constatent une hausse notable de leur production de mil, denrées essentielles pour la consommation locale. Ces
gains ne transforment pas instantanément le pays en grenier régional, mais ils établissent un premier lien entre la présence structurée des autruches et l'amélioration des rendements. En parallèle, des indicateurs économiques suivent la montée en puissance d'une nouvelle filière. La valorisation de la viande, des œufs et du cuir commence à générer des revenus supplémentaires, en particulier pour certains acteurs déjà insérés dans les circuits commerciaux. Cependant, la lecture de ces chiffres ne peut pas être univoque. Dans d'autres régions, les statistiques font apparaître des pertes liées au déplacement incontrôlé des autruches. Des pourcentages de champs partiellement détruits ajoutent une colonne négative au tableau de suivi. Les coûts de gestion du projet augmentent également. Pour contenir la population d'oiseaux, organiser les zones de pâturage et d'éviter des dégâts plus massifs, il faut mobiliser davantage de moyens techniques et humains. Ces dépenses, qui n'étaient pas pleinement anticipées dans l'enthousiasme initial, pèsent sur les budgets. Les évaluateurs se retrouvent donc face à un bilan à double entrée. D'un côté, des réductions de pertes dues aux insectes, une meilleure disponibilité de certaines denrées et la naissance d'activités économiques nouvelles autour de l'autruche. De l'autre, des risques plus élevés pour certains champs, des pressions sur les finances publiques et la nécessité de réguler un écosystème créé de toutes pièces. Les chiffres ne racontent pas une histoire simple. Ils obligent à reconnaître qu'une innovation naturelle, si prometteuse soit-elle, doit être encadrée avec une finesse comparable à celle exigée par les technologies importées. C'est à partir de ce constat que le débat sur la pertinence de la stratégie portée par Ibrahim Traoré devient plus nuancé. Les partisans du projet d'Autruche insistent sur plusieurs points. D'abord, ils rappellent que les premières années ont montré une amélioration réelle de la situation pour de nombreux agriculteurs, avec des récoltes les plus stables et moins de pertes dues aux ravageurs. Ensuite, ils soulignent la dimension symbolique d'une solution fondée sur des ressources locales plutôt que sur des intrants coûteux importés. Pour eux, le projet illustre une forme de créativité souveraine où le pays se sert de ce qu'il a sous la main pour répondre à ses propres urgences. À l'opposé, les critiques avancent des arguments tout aussi structurés. Ils évoquent le manque de préparation initiale sur la question de la régulation des populations d'autruches, le coût croissant des dispositifs de contrôle et les dégâts subis par certains villages. Ils craignent aussi que l'expérience ne détourne l'attention d'autres priorités agricoles plus classiques, comme la gestion de l'eau, la diversification des cultures ou l'accompagnement technique des petits producteurs. Pour ces voix sceptiques, l'initiative risque d'être interprétée à l'étranger comme une curiosité plus que comme un modèle. Lorsque l'on confronte ces deux camps, aucun ne détient un monopole sur la réalité. Les gains observés ne peuvent pas être niés, pas plus que les dommages et les dépassements de coûts. La vraie question devient alors: dans quelle mesure le projet d'Autruche peut-il être ajusté pour maximiser ses bénéfices tout en maîtrisant ses effets indésirables? La réponse à cette question conditionne non seulement l'avenir de cette politique précise, mais aussi la crédibilité de la démarche adoptée par Ibrahim Traoré, qui place la souveraineté au cœur de son discours sur le développement. Le véritable point de bascule survient lorsque le projet cesse d'être perçu comme une expérimentation et devient un symbole. À force d'être débattu, commenté, critiqué ou célébré, il incarne à lui seul une certaine idée de la transformation en Afrique. Au Burkina Faso, l'initiative est de plus en plus associée au style de leadership d'Ibrahim Traoré, direct, audacieux, parfois déroutant. À ce stade, les ajustements techniques prennent une dimension politique accentuée. La création d'équipes spécialisées pour réguler les autruches, la mise en place de zones de pâturage mieux délimitées et les premiers revenus tirés de la filière
sont scrutés comme autant d'indicateurs de réussite ou d'échec. Pour certains, la capacité du gouvernement à corriger les dérives montre que le pays apprend en avançant, en refusant de renoncer au premier obstacle. Pour d'autres, le fait même d'avoir provoqué ces dérives prouve que le pari était trop risqué dès le départ. Au milieu du chemin, la question n'est plus seulement de savoir si les autruches mangent assez de parasites, mais si le Burkina Faso peut se permettre ce type d'expérience à grande échelle. Sur le terrain, le projet des autruches laisse des traces très différentes selon les groupes concernés. Pour les agriculteurs de certaines zones, l'impact le plus visible reste la baisse des infestations d'insectes et la relative stabilité des récoltes. Cette amélioration, même partielle, peut signifier la possibilité de conserver une part plus importante de la production pour l'autoconsommation ou de vendre des surplus sur les marchés locaux. Dans les villages où les dégâts des autruches ont été limités par une régulation efficace, l'initiative est souvent perçue comme un progrès, même si elle n'a pas effacé toutes les difficultés. Dans d'autres régions, notamment là où les bandes d'autruches ont échappé au contrôle initial, le récit est plus nuancé. Des familles racontent les pertes subies lorsque des champs ont été piétinés, obligeant à replanter ou à réduire les espoirs de récolte pour la saison. Ces expériences alimentent une forme de méfiance. L'innovation n'est plus seulement un signe d'espoir, mais aussi une source potentielle de risques supplémentaires. Les autorités doivent alors convaincre que les nouveaux dispositifs de gestion suffiront à éviter la répétition de ces épisodes. Sur le plan économique, la filière autruche commence à structurer un petit écosystème. Des éleveurs, des bouchers, des artisans qui travaillent le cuir et des commerçants impliqués dans la transformation des produits dérivés trouvent de nouvelles niches d'activité. Pour certains jeunes entrepreneurs, le projet joue le rôle de déclencheur. Il prouve qu'une ressource longtemps ignorée peut être au centre d'une chaîne de valeur émergente. Cela encourage d'autres réflexions sur l'utilisation de la biodiversité locale. Au niveau politique, la manière dont Ibrahim Traoré gère l'initiative influence la perception du leadership burkinabé. Pour une partie de la population et des observateurs africains, le projet témoigne d'un refus de se résigner à la dépendance, même au prix de prises de risques discutables. Pour d'autres, il illustre les dangers de décisions rapides engagées sur des terrains complexes. Dans les deux cas, le Burkina Faso apparaît comme un pays qui expérimente, qui tâtonne, mais qui ne se contente plus d'appliquer des recettes venues d'ailleurs. Les conséquences du projet dépassent ainsi les champs et les marchés. Elles touchent à la façon dont une société se voit, se raconte et se projette dans l'avenir. À partir des tendances observées, plusieurs trajectoires possibles se dessinent pour le projet des autruches. Dans un scénario favorable, les mécanismes de régulation sont consolidés. Les équipes chargées de suivre les déplacements des oiseaux disposent de moyens suffisants. Les zones de pâturage sont mieux définies et les reproductions incontrôlées sont fortement réduites. Les dégâts sur les cultures deviennent exceptionnels, tandis que la réduction des ravageurs se stabilise à un niveau bénéfique. Dans ce cas, la filière économique se renforce, attirant davantage d'investissements locaux, et le pays consolide une forme de souveraineté alimentaire relative. Un scénario intermédiaire paraît plus probable aux yeux de certains observateurs. Dans cette configuration, les autorités parviennent à limiter les dérives les plus graves, mais sans les éliminer complètement. Les autruches continuent à jouer un rôle positif dans la lutte contre les parasites dans plusieurs zones, tandis que d'autres régions restent confrontées à des problèmes de dégâts irréguliers. Les bénéfices économiques existent, mais se concentrent dans certains territoires ou segments d'acteurs. Le projet ne s'effondre pas, mais il demeure fragile, soumis à des ajustements permanents et à des débats politiques récurrents. Enfin, un scénario défavorable ne peut être exclu. Si les dispositifs de régulation restent insuffisants,
Si de nouveaux épisodes de destruction de cultures se multiplient, et si les coûts de gestion continuent d'augmenter, le projet pourrait perdre sa légitimité. Dans cette hypothèse, la confiance des agriculteurs serait entamée et les critiques gagneraient en audience, au Burkina Faso comme à l'extérieur. Le pays serait alors contraint de réduire drastiquement l'ampleur de l'initiative, voire de la démanteler partiellement, en cherchant d'autres voies pour renforcer sa sécurité alimentaire. Entre ces trois scénarios, le facteur décisif n'est pas uniquement technique. Il tient aussi à la capacité de l'État burkinabé, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, à associer les communautés rurales, à écouter les signaux d'alerte et à adapter en continu une politique née d'un geste audacieux. Au-delà des tableaux statistiques et des discours officiels, le projet des autruches se lit dans les trajectoires individuelles. Pour certains agriculteurs, la présence des oiseaux a coïncidé avec la première saison où ils ont pu stocker un peu plus de céréales au lieu de tout consommer immédiatement. Cela ne signifie pas que la pauvreté ait disparu, mais que la marge de manœuvre s'est légèrement élargie. Pour d'autres, les dégâts accidentels ont ajouté une couche d'incertitude à une existence déjà marquée par la précarité. Les jeunes, en particulier, regardent cette expérience avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Certains y voient une preuve que des idées inattendues peuvent ouvrir des niches économiques nouvelles, comme la transformation de la viande ou la création d'ateliers de maroquinerie liés au cuir d'autruche. D'autres se demandent si ces opportunités seront réellement accessibles à ceux qui vivent loin des centres urbains ou des réseaux d'influence. Pour les observateurs africains qui suivent le Burkina Faso, la question posée dépasse la seule gestion d'une espèce animale. Elle touche à la manière dont les sociétés du continent peuvent inventer leurs propres réponses, imparfaites mais endogènes, aux crises répétées. Le projet des autruches ne propose pas une recette universelle, mais il oblige à considérer le coût de l'inaction face à la faim autant que les risques de solutions audacieuses. La suite du projet ne peut pas reposer sur le seul pari initial. Pour qu'il s'inscrive dans la durée, un véritable chemin de solution doit être clarifié. D'abord, il s'agit d'installer une gouvernance solide autour de la gestion des autruches. Responsabilité définie, procédure de suivi, mécanisme d'alerte lorsque les oiseaux s'approchent trop des zones sensibles. Cette architecture institutionnelle doit impliquer les autorités centrales, mais aussi les collectivités locales et les organisations paysannes. Ensuite, la formation joue un rôle clé. Les agriculteurs, les éleveurs et les jeunes entrepreneurs ont besoin d'outils pour comprendre le comportement des autruches, leurs besoins, leurs risques, ainsi que les opportunités économiques associées. Plus la connaissance circule, plus la capacité collective à prévenir les dérives augmente. En parallèle, des évaluations régulières transparentes doivent donc documenter les effets du projet, afin que les ajustements soient fondés sur des données partagées. Enfin, il peut être pertinent d'intégrer le projet des autruches dans une stratégie agricole plus large. La gestion de l'eau, la diversification des cultures, la restauration des sols et l'appui technique aux petits producteurs restent des leviers essentiels. L'expérience portée par Ibrahim Traoré prend alors place dans un ensemble plus vaste, où l'autruche n'est ni une panacée, ni un simple épisode, mais un élément parmi d'autres d'une politique de souveraineté alimentaire en construction. Lorsque l'on se retourne sur cette histoire, on voit émerger un fil rouge, la volonté de refuser la fatalité. En choisissant de peupler la savane d'autruche au service des champs, le Burkina Faso a envoyé un message. Même un pays soumis à des contraintes extrêmes peut tenter des voies originales. Ibrahim Traoré a accepté que cette audace comporte des risques, et ces risques se sont matérialisés dans les tensions, les critiques et les ajustements parfois douloureux. Pourtant, l'expérience laisse aussi l'image d'une société qui cherche, qui essaye, qui trébuche parfois, mais qui ne renonce pas à imaginer ses propres solutions.
Les silhouettes d'autruche courant entre les cultures deviennent ainsi le symbole ambigu d'un pays en expérimentation permanente, à mi-chemin entre la promesse et l'inquiétude, entre l'espoir d'une plus grande autonomie et la conscience des fragilités toujours présentes. Dans cette tension se dessine peut-être la forme la plus honnête du courage politique. Au terme de ce parcours, le projet des autruches ne se résume ni à un succès éclatant, ni à un fiasco définitif. Il ressemble davantage à un laboratoire à ciel ouvert, où un pays comme le Burkina Faso explore, sous le regard parfois sceptique du monde, des chemins que d'autres n'osent pas emprunter. Plutôt que de trancher sans nuance, cette histoire invite à s'interroger sur les conditions qui rendent ces expériences plus justes, plus maîtrisées, plus bénéfiques pour ceux qui en portent le poids. Pour les lecteurs qui suivent cette trajectoire, la question n'est pas de savoir s'il faut applaudir ou condamner, mais ce que l'on peut apprendre de cette tentative. Comment chaque société, en Afrique ou ailleurs, peut-elle mobiliser ses propres ressources sans idéaliser ni diaboliser l'innovation. Que retenir de la manière dont Ibrahim Traoré et son pays ont affronté les enjeux de la faim, de la souveraineté et du risque? Les réponses appartiennent à chacun, mais le débat qui s'ouvre est, lui, profondément collectif.